Il est 8h30, nous allons commencer ce petit déjeuner débat. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Fabienne Jolivet, en charge de la communication à la Technopole Quimper-Cornouailles. Et ce matin, nous organisons notre deuxième petit déjeuner débat autour d'une thématique qui est l'efficience économique et comment justement, au sein de vos entreprises et de vos structures, vous pouvez initier une démarche d'évolution de vos modèles économiques. Donc, nous recevons pour cela ce matin Sébastien Marquand, qui accompagne les entreprises en Bretagne sur justement l'évolution de leur modèle économique et qui est également président de la structure Imatera. Sébastien, je vais te laisser la main pour pouvoir faire ta présentation. Avant, je vais indiquer aux participants que donc nous sommes ensemble jusqu'à 10 heures, que nous avons prévu une présentation entrecoupée de temps de questions. Donc, j'invite les participants à ne pas hésiter à poser leurs questions dans le chat et nous essaierons au fur et à mesure de la présentation de Sébastien d'y répondre. Sébastien, donc je te laisse la main et tu m'indiqueras à quel moment tu souhaites que je t'interrompe pour te poser quelques questions. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, on fera des temps questions-réponses au fil de cette matinée ou en tout cas de cette heure et demie que l'on va passer ensemble. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous. Je suis ravi d'être aux côtés de la Technopole de Quimper ce matin et avec vous pour parler de ces sujets de transition et notamment de transition de modèle économique. Alors, juste pour me présenter et pour la petite histoire, il y a juste 19 ans, j'intervenais dans ce même format là, de petit déjeuner aussi avec la Technopole de Quimper. Et à l'époque, c'était sur la question de l'évolution des modèles agricoles. Et notamment, je suis passé à l'action ensuite en 2003 avec le soutien précieux aussi de la Technopole, puisque avec Anne, mon épouse, on a créé un nouveau mode de distribution, un magasin de producteurs en circuit court qui était en coopération déjà avec une trentaine d'agriculteurs éleveurs. Donc c'était à Ergué-Gabéric, là près de Quimper. Et voilà, je dis ça parce que ce matin, il y a beaucoup de Quimpérois, de Finistériens, de gens du Pays de Cornouailles, mais il y a aussi quelques participants, je l'ai vu d'ailleurs en France, qui s'intéressent à ces sujets des transitions de modèles économiques. Donc, bienvenue à tous. Dans mon parcours, j'ai aussi eu l'occasion de collaborer et de coopérer avec la filière bleu blanc cœur. Donc, j'ai fait partie des membres fondateurs de cette association qui est aussi un nouveau modèle de filière. Alors, elle a 20 ans, cette filière-là, mais qui est aussi un bel exemple d'efficience économique. Et je crois que le Finistère s'est bien emparé de cette démarche-là aussi au niveau de la restauration collective. Il y a aussi la société ENAF de Poudre-Rosic qui est bien impliquée dans cette démarche. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance dans mon métier de faire ce que j'aime, c'est-à-dire ouvrir des voies, ouvrir des nouvelles voies. Et je fais effectivement, comme disait Fabienne, en tant qu'accompagnateur de structures qui initient ces trajectoires de transition. Et donc là, je vous appelle de Rennes, où sont les bureaux d'Imatera pour la Bretagne. Et en plus, voilà, de mon rôle d'accompagnateur, eh ben, je m'occupe de l'évolution de la structure de notre cabinet coopératif. Donc, je vous en dirai un petit mot en plus tout à l'heure. Alors pendant tout ce temps, depuis une vingtaine d'années, eh ben, je veux dire que la Technopole n'a pas arrêté de faire son travail notamment de veille sur des sujets importants, sur des sujets émergents. Et c'est pourquoi en fait Fabienne m'a sollicité en début d'année pour me demander si je voulais intervenir sur ces sujets-là des transitions de modèles économiques. Alors, je lui ai répondu oui, avec plaisir. Mais avant, j'aimerais qu'on en discute un peu plus et qu'on rencontre l'équipe de la Technopole de Quimper. Et parce que j'ai besoin de comprendre les enjeux qu'il y a derrière et comment ça s'inscrit en fait dans le projet de la Technopole, quoi. Et quelque part, là, en vous disant ça, c'est déjà un premier indice sur les chemins des nouveaux modèles économiques. C'est au-delà d'une demande que vos clients vous font tous les jours ou vos bénéficiaires, et ben, c'est toujours s'intéresser à c'est quoi l'enjeu au-delà de la demande d'un produit, d'une prestation, c'est quoi
l'enjeu qu'il y a derrière. Et du coup, on s'est rencontrés et il y a quelques semaines, je suis passé à Quimper et en fait, en entrant dans les locaux de la Technopole, dans la salle d'attente, alors pour ceux qui y vont de temps en temps, vous l'avez probablement vu aussi, comment je suis tombé sur ce totem qui montre comment l'implication de la Technopole, et on peut y voir la question du développement territorial par l'innovation, la question d'accompagner les entreprises innovantes, la question du développement durable sur un territoire, sur son territoire, sur la Cornouaille, et puis favoriser l'intelligence collective. Et j'ai dit, waouh, on pourrait presque mettre le logo Imatera sur ce même totem. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, on a des enjeux communs, quoi. Et là aussi, à partir du moment où on a pu vérifier des enjeux communs avec une partie prenante, alors s'ouvre un vrai champ de coopération. Et donc, c'est pour ça qu'on est là ce matin. On est là pour coopérer sur ces sujets. Alors, malgré la distance, malgré les contraintes techniques, on a besoin de tout le monde pour réfléchir à ça ce matin. Et j'ai vu dans la liste des participants qu'on avait une belle représentation d'un écosystème, voilà, des entreprises dans la production, des entreprises de services aux entreprises, des collectivités. Et en fait, ça forme un écosystème. Et d'ailleurs, pour voir justement si le chat fonctionne bien et surtout pour qu'on puisse collectivement avoir une vue sur l'écosystème qu'on va composer ce matin, je vous invite vraiment à utiliser le chat et puis nous dire voilà, quel est votre secteur d'activité, d'où vous venez, quel est votre secteur d'activité. Est-ce que vous êtes voilà, une entreprise encore une fois de production, de services? Est-ce que vous êtes dépendant d'une collectivité? Et ça va nous permettre d'interagir plus facilement le long de ce webinaire. Et sur les 3 temps d'arrêt et de débat qu'on va avoir, ça sera beaucoup plus facile. Allez, je vous invite à jouer le jeu. Voilà, ça sera plus sympa. Donc voilà, c'est assez simple. Voilà, je viens de poster la question dans le chat, justement. Donc, okay. La question, c'est quel est votre secteur d'activité? Dans quel domaine vous travaillez? Je laisse quelques minutes aux personnes pour y répondre. Voilà, très bien. Et ça va nous aider notamment à atteindre nos 3 objectifs, en tout cas les 3 objectifs que je vous propose pour ce matin. Le premier, c'est de comprendre les grands principes qui sous-tendent ces transitions de modèle économique. C'est de le faire en s'ancrant dans le concret. Et du coup, j'ai fait le choix d'utiliser beaucoup d'exemples dans différents secteurs d'activité parce que c'est souvent ça qui est le plus parlant. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir mettre de la méthodo dessus et lui donner un sens, quoi. Et puis, un des objectifs, c'est aussi de passer à l'action, d'inciter à l'action pour vous, pour votre activité, pour l'ensemble de l'écosystème. Et puis, bien sûr, aussi pour le territoire sur lequel vous êtes installé, sur lequel votre activité s'inscrit. Donc, alors, les réponses arrivent. On a des personnes qui travaillent dans des agences de communication. On a des entreprises agroalimentaires. On a un groupement de coopératives. On a des personnes qui accompagnent justement les dirigeants d'entreprise dans leur transformation, que ce soit d'un point de vue organisationnel, management. On a également des enseignants et des structures de développement économique. Ok. Et voilà, on a des entreprises de services également.
Parfait. Alors moi je vois pas, j'ai pas le retour, Fabienne, des chats qui sont postés, mais c'est pas grave, je te laisse je te laisse du coup relever les questions, les réactions, les témoignages qui arriveront au fil Oui, de je l'eau. te laisserai suivre. Oui, tout à fait. Euh, alors, ce matin, pour traiter ces questions-là, il va y avoir deux grandes notions. Il va y avoir la notion de l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui est un moyen, qui est une méthode pour aller vers l'efficience économique. Et dans efficience, on entend effet, et c'est du coup les effets qu'à partir d'une activité économique, nous sommes en mesure de générer et des effets positifs qu'on va regarder sur la question environnementale, sociale, mais aussi monétaire, et bien sûr sur toutes les ressources qui sont nécessaires pour mettre en œuvre en fait les activités économiques. Donc, mais partons tout de suite sur un cas concret, d'entreprise, et une entreprise aussi, elle, assez innovante, voire la plus innovante de son secteur. On a la chance qu'elle soit française, c'est Michelin. Mais néanmoins, il y a une dizaine d'années, un peu plus même maintenant, ils ont rencontré un problème sur un gros projet d'innovation. Ce projet, c'était le développement d'un pneu pour les camions, et un pneu qu'ils avaient voulu très durable, parce qu'il allait durer plus longtemps, parce qu'il allait utiliser moins de ressources, parce qu'il allait avoir pas mal d'avantages. Et le souci qu'ils ont eu avec cette intention très louable, très vertueuse, c'est qu'à un moment donné, ben, ça se vendait pas. Pourquoi ça se vendait pas? Parce que le coût de leur innovation eh ben, les faisait sortir des prix de référence dans le marché, et c'était un prix qui ne devenait plus acceptable, et du coup, ça se vendait pas. Donc, ça a engagé pour eux un questionnement forcément, parce que quand vous avez investi plusieurs centaines de millions et puis que ça ne se vend pas, ben, on imagine la difficulté et le problème. Et ils se sont tournés du coup vers déjà l'économie de la fonctionnalité. Et le réflexe assez simple dans ces cas-là, eh ben, pourquoi on ne louerait pas les pneus? Et là, voilà, j'ai pris un article de presse qui parle de leur démarche dans une revue spécialisée pour les routiers. Mais en fait, si on s'arrête à ça, finalement, on a divisé un coût d'investissement par des kilomètres d'utilisation. Donc, ça en fait un produit plus acceptable, mais ce n'est pas forcément non plus très impactant, ou au moins autant que ça pourrait l'être. Et le deuxième point de bascule, ça a été de travailler sur une raison d'être de ce projet-là. Et notamment de se dire, ben, on était fabricant de pneus, on le reste, mais par contre, l'ambition de ce projet, ça va être de développer de la mobilité durable, quoi. Et c'est à partir du coup de cette posture-là qu'ils ont vraiment pu développer de la coopération. Et cette coopération leur a permis vraiment d'aller chercher des effets très vertueux sur un allongement, voilà, de la durée de vie des pneus, sur des montées en compétences des mécaniciens. Donc, c'est une mise en place d'un certain nombre d'éléments, de dispositifs pour aller chercher une solution innovante et qui, du coup, aujourd'hui, plus de 10 ans après, ben, ils peuvent se prévaloir d'améliorer les performances économiques de leurs clients, donc des transporteurs, et ils estiment que si tous les transporteurs routiers adoptaient leur solution, ça pourrait économiser 1 milliard de litres de carburant à l'échelle des transporteurs routiers européens, et réduire de manière importante les émissions de CO2. Donc, voilà ce qu'est un exemple, un premier exemple d'un nouveau modèle économique qui s'est initié d'une contrainte,
mais qui, derrière cette contrainte d'une innovation qui avait du mal à percer son marché, il y avait une intention, j'allais dire très RSE, et c'est de trouver cette nouvelle modalité de commercialisation, ce nouveau modèle économique qui fait qu'on ne vend plus des pneus, mais on vend des kilomètres d'utilisation avec des bénéfices retours liés à la réduction des frais de carburant et aux bénéfices financiers apportés à son client. Voilà ce qui est une solution qui tend vers l'efficience économique. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est Michelin, c'est une grosse boîte, c'est une multinationale. Nous, on comprend l'exemple, mais ça ne nous parle pas pour nos entreprises là sur nos territoires. Eh ben, on va avoir d'autres exemples qui vont être plus faciles peut-être à s'approprier et à voir que ça fonctionne aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, que ce soit des entreprises de production industrielle, agroalimentaire, que ce soit des entreprises de services. Voilà, on peut l'appliquer, vous pouvez vous projeter à partir des exemples qui vont être présentés. Et celui que je vais prendre maintenant, c'est celui de l'entreprise Caessia, qui est une entreprise bretonne que l'on a accompagnée. Et chez Caessia, c'est une entreprise qui ressemble à beaucoup d'autres dans le domaine de la maintenance industrielle. Et leur métier, en fait, voilà, c'est de fabriquer des vérins pneumatiques qui rentrent dans les différents ensembles mécaniques, donc beaucoup sur les chaînes de fabrication dans l'industrie, voire les abattoirs ou en général, voilà, tout ce qui est mis en mouvement dans les industries, quoi. Et cette entreprise, donc sa dirigeante Betty Bolland, a cette sensibilité environnementale. L'entreprise se porte plutôt correctement. Il y a même une nouvelle usine qui s'est montée il y a 3-4 ans. Et ben, eux, leur métier, voilà, c'est de fabriquer des vérins. Et ils se sont différenciés dès leur création, il y a une quinzaine d'années, par le fait d'être quasi les plus rapides de leur secteur. Puisque si vous commandez un vérin très spécifique pour aller sur votre chaîne de montage ce matin avant midi, ben vous êtes livré demain matin entre 8h et 9h. Et ça a fait, voilà, ça a fait leur différenciation pendant longtemps. Malheureusement, ça ne le fait plus, puisque bah, aujourd'hui, beaucoup de leurs concurrents font ça. Et donc, du coup, il y a une question sur la pérennité de l'entreprise parce qu'elle est plutôt assez petite dans ce milieu-là et son moyen de différenciation n'est plus aussi fort. Et puis, il y a quelque chose qui gratouille un petit peu la dirigeante et son équipe, c'est que aujourd'hui, dans ce secteur-là, les vérins sont des produits de grande consommation. Ils ne sont pas éco-conçus, donc ils ne sont pas recyclables, donc pas recyclés. Et puis, on est dans une logique de productivité où il faut toujours en produire beaucoup plus pour espérer être encore là demain. Et puis, ben, quand on regarde dans leur écosystème, et ben, en fait, c'est une filière assez linéaire finalement, où en amont, et ben, on va retrouver des fournisseurs qui, eux, sont aussi dans une logique de distribuer toujours plus, parce que aussi concurrence mondiale, ben, des marges toujours plus tirées. Ils ont en aval des fabricants de machines spéciales sur lesquels sont installés des vérins qui leur font aussi des demandes de prix. Ils doivent répondre à des appels d'offres. Et c'est pareil, ben, c'est souvent un couteau tiré. Et puis, il y a un utilisateur final qui peut être ici une industrie agroalimentaire qui va utiliser ces solutions pneumatiques qui, elles, c'est pareil, voilà, les marges sont restreintes. Et puis, le poste maintenance, il faut que ça coûte le moins cher possible, quoi. Et en fait, ce système-là met de la tension sur les hommes, les femmes qui font nos entreprises, met de la tension entre acteurs et met de la tension sur les ressources aussi, puisque on doit toujours
prélever plus de ressources pour faire fonctionner ce système, quoi. Et voilà une des limites de modèles économiques importantes qui ont poussé l'entreprise Caessia à questionner son modèle et à se faire accompagner pour cela. Et une des étapes importantes, c'est la question de la raison d'être. Et ici, sur la raison d'être de chez Caessia, fabricant de vérins à la base, je le rappelle, on arrive sur quelque chose qui parle d'un fonctionnement optimal de solutions de mise en mouvement pour leurs clients industriels et dans tout type d'environnement et même dans des environnements très changeants, voire très sensibles, voire très complexes. Et à partir de ça, cette raison d'être devient autant une boussole qui guide les actions qu'un levier d'innovation assez fort. Et la première de ces innovations-là, c'est une innovation de posture, c'est une innovation relationnelle. C'est-à-dire que vous voyez, tout à l'heure, on avait ce schéma plutôt en silo. Et là, on prend une posture plutôt en réseau. On réfléchit à son écosystème et on va questionner les enjeux. Quels sont les enjeux que l'on aurait en commun et sur quels enjeux on pourrait trouver des nouvelles solutions ensemble. Donc ça paraît anodin de le dire, facile à dire. C'est un pas qui n'est pas toujours facile à franchir parce qu'on est dans une posture client-fournisseur et une posture encore assez concurrentielle, quoi. Mais néanmoins, une fois que l'on a fait ça, on peut mettre au centre ce qu'on appelle une recherche d'efficience d'usage. C'est comment on va faire le meilleur usage de nos ressources en matière première, mais aussi de toutes nos compétences. Et à partir de ça, il est possible de commencer à imaginer de faire un travail d'éco-conception avec les fournisseurs pour sourcer les bonnes matières qui vont nous le permettre. Et puis, comme il n'y a pas de filière de recyclage encore en Bretagne, on peut questionner différents acteurs pour voir comment on pourrait mettre ça en place, quoi. Et puis, autre rupture forte, l'entreprise voit que dans ce système-là, elle resterait finalement propriétaire de ces vérins qu'elle mettrait à disposition. Et à ce moment-là, son travail va être de s'engager à la maintenance et au bon fonctionnement de l'équipement sur toute sa durée de vie. Et même, et ça c'est très important, de récupérer le vérin en fin de vie. Parce que c'est un des meilleurs moyens d'en assurer son recyclage, voire son reconditionnement. Et donc, on voit déjà ici une logique d'économie circulaire, quoi. Et puis, on retrouve les fabricants de machines ici, avec qui ça va être aussi intéressant de plutôt de travailler dans son coin, de travailler avec eux pour concevoir des machines qui soient encore plus fonctionnelles et moins gourmandes en maintenance. Et puis, on va pouvoir aussi adresser des marchés ensemble, ce qui va être intéressant d'un point de vue développement commercial. Et puis, enfin, le client utilisateur, le bénéficiaire final, comme on l'appelle, lui, il va pouvoir se concentrer pleinement sur son cœur d'activité, qui n'est pas forcément la maintenance des systèmes pneumatiques, hein, on est bien d'accord. Mais néanmoins, en coopérant avec lui sur ces sujets-là, avec les équipes de maintenance, on se rend compte qu'on a la possibilité de réduire assez fortement les coûts de SAV. Et puis, on aide cette entreprise-là aussi à faire sa part sur ces enjeux environnementaux, en fait, quoi. Et ça s'accompagne d'une montée en compétences progressive des équipes de maintenance sur justement sur les bons gestes préventifs pour une meilleure maintenance, quoi. Donc, c'est vraiment la mise en place dans un écosystème d'une solution gagnant-gagnante. Et voilà ici donc un exemple un petit peu plus détaillé de trajectoire. Alors, je vais faire tout de suite déjà un premier arrêt au stand pour voir quelle réaction ça suscite chez vous, pour vous. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade
sur l'exemple de Michelin, peut-être sur le deuxième exemple ici de Caessia tout de suite. Voilà. Alors, pareil, Fabienne, je m'en remets à toi Ne pour voir. t'inquiète pas, si je vois des questions passer, je te dirai. Pour Caessia, c'est à peu près combien de temps d'accompagnement que tu as eu sur cette société? Voilà, c'est voilà, des premières réflexions au stade d'expérimentation. Voilà, il faut compter un an et vous allez voir derrière, on va venir sur la partie méthodologique. Et ensuite, les expérimentations pour arriver à un modèle abouti qui serait généralisable, il faut compter un an de plus. Donc, en gros, il faut compter 2 ans pour que on arrive à mettre en place un nouvel écosystème comme ça, stabilisé, prêt à être déployé à plus grande échelle. D'accord. Pour l'instant, pas de questions sur cette première partie, que ce soit pour Michelin, pour l'exemple de Caessia. D'accord, ok. Alors allez-y. Alors, j'ai cru voir aussi dans la liste des invités des gens qui avaient déjà été sensibilisés à ces questions, des gens qui avaient déjà suivi parfois des ateliers avec Imatera. Donc, réagissez. On est là pour en discuter et ça va vraiment enrichir le débat. Alors, ce premier exemple parle aussi de la genèse, de l'histoire, de l'historique de la structure Imatera, qui est en fait, ça a démarré dans le sud de la France dans un petit club de dirigeants d'entreprise, comme il en existe beaucoup sur différents territoires. Et ces dirigeants-là, ils avaient en commun de vouloir sortir de l'entreprise pour réfléchir à leur avenir, à l'avenir de leur entreprise. Et je crois que c'est le quotidien de beaucoup de chefs d'entreprise de prévoir l'avenir. Et puis avec cette sensibilité environnementale, et puis avec aussi ce souhait de sortir de cette logique qu'il faille toujours produire plus vite, plus fort, moins cher pour s'en sortir demain, quoi. Et à cette époque-là, donc en 2014, ils ont croisé un chercheur en sciences économiques qui s'appelle Christophe Sampels, qui fait partie des 2 grands chercheurs en Europe à travailler sur ces questions de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, en fait. Et ça a démarré, et donc du coup, ils ont démarré en appliquant les premiers travaux de recherche de Christophe Sampels, et ça a pris corps de fil en aiguille. Et puis, ils ont décidé d'abord de créer une première association en dehors de leur mouvement de dirigeants. Et puis, en 2017, c'est devenu la Société coopérative d'intérêt collectif, la SIC Imatera, qui a d'ailleurs rejoint ensuite le mouvement Impact France. Et dans la logique aussi d'avoir dans notre statut juridique la possibilité de partager la gouvernance et d'une bonne répartition, voilà, de la valeur créée par cette organisation. Donc, dans le principe de la SIC, il n'y a pas de distribution de dividendes. Donc, donc on achète une part sociale pour avoir un droit de vote. Et à partir de là, 1 € gagné dans la structure sera 1 € réinvesti dans la mission de la structure, quoi. Donc aujourd'hui, cette structure, elle compte une trentaine de sociétaires qui sont majoritairement des dirigeants entrepreneurs qui ont envie d'opérer ces changements pour leur entreprise, mais aussi pour leur territoire. Nous sommes une dizaine de facilitateurs et facilitatrices, donc ce sont nous, moi et mes collègues, qui accompagnons ces transitions. Et aujourd'hui, voilà, on le fait sur quatre grands territoires et pour une soixantaine d'accompagnements, voilà, en cours. Alors, dans quel type d'entreprise ça se met en place? Ici, vous en voyez quelques-unes bretonnes. Donc, l'exemple que vous avez vu pour Caessia, il vaut par exemple pour Grand Ouest Étiquette, qui est ici une entreprise dans le secteur de l'étiquetage. Mais ça vaut aussi pour Fondax, qui est une fonderie à Grande-Bretagne, qui d'ailleurs est en train alors que beaucoup de fonderies
ferme malheureusement en France. Fondax est en train de faire sortir de terre une nouvelle usine qui a été complètement pensée, organisée sur les principes de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On a également des entreprises de services. Ici, l'agence Everest, une agence de communication, le groupement d'employeurs Venetis et aussi un cabinet d'assurance ici de Franck Ludo à Quimperlé. Et puis, il y a même Amzer Industrie, là, donc là je cite les Bretonnes et les Finistériennes, qui est dans la fabrication de pompes à chaleur. On a comment aussi voilà, dans le secteur de il y a Cadju, là vous connaissez sur le Cronan. On a comment ici dans le secteur agricole agroalimentaire Valorex qui travaille dans la nutrition animale et qui a été très innovante, qui a été d'ailleurs à l'origine de la filière bleu blanc cœur. Et puis ici on a une entreprise Cosucra qui est dans les nutriments alimentaires, notamment la protéine de chicorée et la protéine de petit pois, donc ils sont leaders mondiaux sur ce marché-là, et ils arrivent aussi à appliquer ces principes. On voit aussi dans le service aux entreprises des juristes comme Fidal, parce que aujourd'hui, ce basculement de modèle change nécessite un accompagnement, une sécurisation juridique assez important. Donc voilà, ça fait déjà quasiment 2 ans que une partie des avocats de chez Fidal se sensibilisent, se forment à ces sujets de l'EFC avec nous, de manière à bien accompagner les entreprises demain. On a aussi des entreprises de plus grande taille encore. Donc, il y a par exemple Decathlon, dont je reviendrai sur un exemple tout à l'heure. Et on va aussi sur Cycle Life, qui est une filiale du groupe EDF, comme vous le voyez, et qui travaille sur du démantèlement nucléaire, quoi. Donc, j'allais dire que notre spectre d'action avec ces transitions-là va de la charcuterie artisanale bio de Dinan au démantèlement nucléaire. Donc c'est un spectre relativement large, quoi. Il y a pas mal de coopération aussi avec les réseaux de dirigeants. Vous voyez ici CJD, dirigeants responsables de l'Ouest, et voilà, il y en a d'autres avec des incubateurs aussi, parce que aujourd'hui, on est encore dans un travail de sensibilisation, d'essaimage de ces approches telles que l'on le fait ensemble ce matin. Alors, voyons maintenant un autre exemple. Et cet exemple-là, c'est l'exemple de l'entreprise Prévis Météo. Alors, ce qui est intéressant chez Prévis Météo, c'est que qui fait de la prévision météo, ce qui fournit des fichiers météo. Et là, c'est un modèle économique qui tend vers zéro. Pourquoi? Parce que, comme moi, je pense que vous avez tous un smartphone qui vous donne la météo et qui est parfois relativement fiable d'ailleurs, et c'est gratuit. Ou en tout cas, on le paye pas directement et pas directement à ce genre de structure, quoi. Et quand Jean-Pierre Bouchiou est venu à notre rencontre, et ben voilà, on a questionné son modèle, on a questionné ses limites, et puis on a fait ce travail sur la raisonnette notamment. Et très vite, il est arrivé au fait que les enjeux qu'il pouvait lui adresser, c'était vraiment des enjeux d'accompagnement des entreprises, des activités qui étaient météo sensibles et dont la météo pouvait perturber l'organisation et la bonne utilisation de leurs ressources, quoi. Et c'est à partir de là en fait qu'il a pu imaginer un certain nombre de solutions d'accompagnement des entreprises. Donc, par exemple, ici, dans le secteur autoroutier, c'est de fournir à l'équipement des prévisions météo très fiables en fonction du réseau qu'ils auraient à déneiger pendant l'hiver, pour que
la saleuse, elle démarre au bon moment. Parce que si vous démarrez 2 heures trop tôt et que le vrai coup de verglas il arrive après, et vous pouvez, vous pouvez recommencer. Donc ça engendre une mobilisation de beaucoup de ressources, ça engendre des risques pour les opérateurs, mais des risques aussi pour les automobilistes. Donc voilà. Et par exemple ici aujourd'hui, cette entreprise Prévu Météo qui était toute petite à la base, ils ont tout le marché du réseau autoroutier québécois. Donc, je vous laisse imaginer le travail que ça peut représenter. Pareil, dans le secteur de l'industrie, beaucoup de chantiers peuvent être perturbés par la météo. Donc, il y a une façon de les organiser en fonction de ça. Sur l'agroalimentaire, qui est un secteur extrêmement, enfin l'agriculture et l'agroalimentaire extrêmement météo sensible, et là on va améliorer la logistique, on va énormément améliorer aussi forcément les pertes. Et donc, ce qui est intéressant ici à retenir dans ce type d'exemple, c'est que en mettant ça en place, ça a changé énormément la production de prévis météo. C'est-à-dire qu'à la base, il y avait beaucoup de météorologues dans cette entreprise-là, et aujourd'hui, c'est beaucoup de mathématiciens, de statisticiens qui sont capables de coopérer avec les clients bénéficiaires de ces services pour monter des modèles de prévision qui assemble toute la data des clients et toute la data de la météo en fait, quoi. Et c'est là, dans ce champ de coopération, du coup, que ça crée aussi beaucoup de valeur et qui permet aujourd'hui à Prévis Météo d'avoir des impacts positifs sur l'environnement, sur les personnes, mais aussi des impacts monétaires pour Prévis Météo, mais aussi pour ses clients. Donc voilà pour cet exemple. Un autre exemple, maintenant dans une entreprise un petit peu plus grande. Et ici, ce qui est intéressant chez Decathlon, c'est qu'à la base, c'était une demande des équipes de Decathlon qui se sont constituées, ils ont appelé ça les Green Leaders. C'est un petit mouvement à l'intérieur de Decathlon qui disait, en fait, nous aujourd'hui, notre job, c'est d'innover, mais on innove beaucoup dans le plastique. Nos produits sont pas forcément durables, recyclables et recyclés. Et nous, on perd un peu le sens de ça, et en tout cas, on n'est plus raccord avec cette façon de faire. Donc, comment on pourrait faire autrement? Et quand je suis intervenu une première fois auprès de ce groupe de personnes, ils m'ont dit, en tout cas, ce qu'on a, nous, à ce stade, c'est la raison d'être du groupe, auquel ils n'avaient d'ailleurs pas forcément participé, mais où il y avait déjà des choses intéressantes. Rendre durablement le plaisir et les bienfaits de la pratique du sport accessible au plus grand nombre. Et ils disaient, ok, mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous, concrètement? Et comment on se l'approprie? Et parmi la première équipe à se mettre en mouvement pour justement traduire cette raison d'être en nouveau modèle économique, c'est une équipe de chez Between, donc les vélos que vous connaissez, et qui a donné naissance au projet Zéro casque jeté. Le principe, il est assez simple, c'est que aujourd'hui les différents modèles de casques de vélo étaient plutôt designés en fonction de l'esthétisme, d'un prix de marché sur lequel il fallait que le produit sorte, etc. Après, c'était utilisé, et puis une fois qu'il était tombé, rayé, fendu, ou qu'on n'avait plus besoin, soit il restait au fond d'un placard, soit il finissait à la poubelle, quoi. Donc, du coup, au départ, le projet Zéro casque jeté, c'était de se dire, on va faire un casque qui soit recyclable et recyclé, quoi. Et déjà, pour qu'il soit recyclé, il faut qu'on le récupère. Donc, au moment où on a commencé à discuter avec l'équipe Between, c'est de dire, ils nous ont dit, aidez-nous à mettre en place, je ne sais pas, un système de location de casque ou un système de consigne
Mais en tout cas, si on veut le recycler, notre casque, il faut qu'il soit déjà éco-conçu, bien conçu, mais qu'on puisse le récupérer en fin d'utilisation, ce qui est souvent une problématique quand on veut faire du recyclage, quoi. Et à partir de ça, on a commencé à mettre en mouvement les équipes et un début d'écosystème, et notamment par ce qu'on appelle l'atelier 360, où on a réfléchi à ce projet. Et notamment dans le projet du casque, il y a forcément une question centrale qui est la sécurité. Et en questionnant qu'est-ce qui faisait la sécurité, eh ben, on s'est rendu compte que le casque ne protégeait pas de tout et qu'il y avait d'autres aussi solutions de protection à envisager. Et notamment, il y avait un consensus dans le fait de dire, c'est que en fait, plus il y aurait de vélos à circuler en proportion du nombre de voitures dans le trafic, et plus ces vélos-là seraient en sécurité, quoi. Et alors, le projet a pris une direction qui était de dire, comment pouvons-nous faire pour développer le nombre d'utilisateurs, pour développer la pratique du vélo voilà, au sein d'un territoire, et pour le coup qui a été choisi, qui a été la métropole lilloise. Et à ce moment-là, un des réflexes était de dire, mais qui aurait envie de participer à ce projet au-delà des équipes de décathlon? Et du coup, c'est à ce moment-là que, en fait, a été mis en place comment, un mapping de toutes les partenaires, toutes les parties prenantes qui pouvaient être intéressées. Donc, ça va des assureurs aux mutuelles, à la métropole lilloise, bien sûr, aux fournisseurs d'applications pour mobilité douce, aux réseaux d'entreprises qui auraient envie de développer la mobilité douce pour les salariés des entreprises, aux associations pour le climat et la qualité de l'air. Donc, il y a et aux associations qui font la promotion, voilà, du sport et du bien-être, en fait. Et ça a été un élément important et un élément clé. Il y a les enjeux des uns et des autres qui ont été clarifiés, et à partir de quoi il a été possible de créer, d'écrire une raison d'être commune de ce projet qui est devenu, vous voyez, on était parti on veut faire un casque éco-conçu et plus durable, on veut maintenant développer une solution durable pour accompagner les usagers de la métropole lilloise vers une mobilité durable, donc qui impacte les aspects financiers, les aspects de santé et aussi les aspects environnementaux. Donc l'étape d'après dans ces cas-là, c'est d'objectiver la démarche, et on appelle ça les gains d'efficience qu'on va rechercher sur ce projet-là, et on se fixe des objectifs. Donc on se fixe des objectifs pour l'utilisateur en tant en gain monétaire, c'est-à-dire que et l'objectif c'est que dans un foyer, s'il y avait 2 voitures, et ben éventuellement la famille puisse se séparer d'une voiture pour passer au vélo. Il y a un certain nombre d'économies qui sont attendues, donc en termes d'euros. Il y a des émissions qui doivent descendre, et puis il y a les points de vie. Les points de vie, c'est les bénéfices de la pratique du sport lorsqu'on se déplace plus souvent en vélo, et notamment sur les trajets domicile-travail, quoi. Et si on modélise ça à l'échelle d'une métropole, eh ben on a une première projection de ce que pourrait donner le projet. Alors, où nous en sommes de ce projet-là? Eh ben, on est aujourd'hui, on arrive au terme de la première expérimentation qui s'est fait à petite échelle, je veux dire en proportion du groupe Decathlon, sur une quinzaine d'utilisateurs. Il a été mesuré voilà, pendant 2 mois leur pratique, et les résultats sont en cours de traitement
on va sortir des choses inattendues, des choses intéressantes, des choses à recaler, à réajuster. Mais c'est le principe de cette expérimentation où là a été mis à disposition du coup des clients utilisateurs pilotes des packs comprenant bien sûr le vélo adapté à leur trajet, à leur utilisation, tout l'équipement, pas seulement le casque, mais l'ensemble des équipements de protection, de sécurité, de confort aussi, les assurances, les applications qui vont bien et le coaching qui va bien. Parce que si on l'a jamais fait, mais circuler à vélo dans une grande métropole, et ben ça s'apprend. Ou en tout cas, il y a des éléments de sécurité à intégrer pour le faire dans de bonnes conditions. Et c'est voilà, c'est l'ensemble de ce pacte-là, co-construit avec une équipe de partenaires, que Decathlon est en train d'expérimenter. Et donc, et ici, ce qui est intéressant à retenir de cet exemple-là, c'est vraiment de voir que, encore à partir d'un projet d'entreprise, ça devient vraiment un projet de territoire et qui peut impliquer et bénéficier à beaucoup de personnes, en fait. Et la clé, ensuite, ça va être de dire, ben, cette valeur générée, voilà, comment on la répartit entre Decathlon et ses partenaires pour que ce soit aussi équitable et qu'on ait envie de déployer plus fortement par la suite cette solution. Donc ça, c'est une expérimentation qui est pas mal documentée. Donc sur le site d'Imatera, vous trouvez pas mal de vidéos qui retracent la vie de ce projet-là. Parce que l'intention de Decathlon, c'était aussi de faire un démonstrateur pour que différentes business units du groupe Decathlon, différentes marques ou différents sports se lancent dans ces logiques-là. Donc voilà. Alors maintenant, revenons en Bretagne pour un autre exemple. Et je vais vous parler de Mini Green Power, il y a un petit quelque chose de Michelin. Vous allez voir dans l'histoire de ce projet-là. D'abord, c'est une entreprise. Alors, à la base, c'est une start-up qui était basée à Toulon, qui s'est installée en Bretagne maintenant il y a un peu plus de 3 ans. Et qui est très innovante dans un secteur qui est l'énergie et notamment les chaudières biomasse. Donc, ils ont conçu cette chaudière biomasse. Et comme pour les pneus un peu révolutionnaires de chez Michelin, difficulté à la vendre parce que peut-être un petit peu plus cher que le prix moyen du marché des chaudières biomasse et difficulté à faire valoir tous les impacts positifs directs et indirects de cette solution. Néanmoins, ils sont toujours restés accrochés à chercher des solutions. Il y a même eu des belles récompenses qui sont arrivées, mais il y a eu un questionnement du coup sur la façon de mettre en marché cette innovation qui a pour vertu notamment de valoriser les déchets verts sur un territoire, les déchets de bois. Donc, il faut savoir que voilà, tous les mois, depuis Brest, partent des bateaux entiers de bois usagés, on va dire, qu'on ne sait pas traiter en Bretagne et qui, je crois, vont dans les pays nordiques pour trouver une autre utilisation. Et alors, on pourrait en faire quelque chose parce que il y a des gros consommateurs de chaleur ou de froid, d'énergie en Bretagne, qu'ils soient des industriels ou des collectivités, qui pourraient avoir besoin de ces solutions. Et alors, chez Minigreen, au départ, en fait, on était sur la vente de cet équipement, voire avec du SAV. Et on s'est dit, OK, il faut faire de la fonctionnalité. Ça sera plus facile. Du coup, on va vendre des kilowatts de chaleur ou de froid ou d'électricité. Et donc, du coup, ça sera plus facile pour nous. Alors, ça n'a pas été plus facile à développer et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, là, je m'adresse, je sais qu'il y a pas mal de partenaires bancaires là autour de ce webinaire ce matin.
c'est quand on reste propriétaire de ce type d'installation, eh ben, il faut que l'entreprise arrive à les financer parce que son retour sur investissement va se faire sur l'usage, donc dans une durée beaucoup plus longue dans le temps, quoi. Donc, mais néanmoins, ce qui me manquait encore, c'est que ça prenait pas vraiment commercialement, quoi. Et alors, on s'est retrouvé avec le staff de chez Mini-Green. On a créé aussi des réunions de coopération avec leurs parties prenantes. Et du coup, on est arrivé à comme vous pouvez le voir là sur l'écran de la photo, on est arrivé à un réajustement de la raison d'être qui est au-delà de vendre une machine ou des kilowatts, qui est vraiment de trouver et de mettre en œuvre avec les clients des solutions d'autonomie énergétique locale bas carbone, en fait. Donc, c'était finalement une offre de service qui devait être plus large et aussi plus sécurisante, quoi. Et plus sécurisante. Et ce qui manquait comme élément de sécurité, c'était bien sûr de mettre une chaudière sur un territoire au profit d'un industriel ou d'une collectivité qui en avait l'usage, mais c'était de sécuriser la filière d'approvisionnement. C'était de sécuriser aussi le modèle économique à moyen et long terme pour les utilisateurs et les partenaires de ces solutions-là. Et en fait, voilà, c'était de mettre en mouvement un écosystème territorial dans lequel on pouvait encore indexer la rémunération à la performance de kilowatts produits, quoi. Et concrètement, eh ben, ici en Bretagne, il y a à Landivisio, il y a une première centrale qui est en service. Et puis autour de Brest, à Guipava, il y a un écosystème qui se met en place pour chauffer 20 hectares de terre, 20 hectares de serre, pardon. Donc du coup avec un serriste, mais aussi en impliquant un acteur voilà, du recyclage et des déchets verts qui a intérêt et capacité à alimenter les installations qui vont être installées là sur 2022-2023 pour chauffer de manière efficiente dans le coup ces 20 hectares de serre. Donc là, voilà, c'est un exemple encore de coopération locale et territoriale. Et je terminerai par un dernier exemple. Et celui-là, on va aller le chercher chez nos amis belges. Et c'est l'histoire de Michael et de Kim. Et pour faire vite, Michael, à la base, c'est un juriste, lui, avocat d'affaires, qui à un moment donné se pose la question aussi du sens de son job. Et il part faire un petit tour du monde. Là, il prend une année sabbatique. Et puis il revient dans l'idée il dit, puisque je sais créer des entreprises, j'ai plutôt envie d'en créer une durable, vertueuse. Et il croise son copain Kim, qui lui est un grand spécialiste des pollinisateurs et des abeilles, et docteur en apiculture. Et ensemble, du coup, ils décident de créer Biodiversity. Au passage, aujourd'hui, je vois que la Technopole me disait encore récemment que 8 projets de création sur 10 sont des projets à impact positif, donc des projets qui vont dans ce sens-là aujourd'hui. Néanmoins, ça ne garantit pas toujours leur succès. Et ça a été le cas pour Michael et Kim, au moins dans un premier temps, puisque qui dit abeille dit miel, quoi. C'est-à-dire que oui, l'abeille est en danger. Donc nous, on sait que c'est important pour l'écosystème en général. Donc il faut qu'on développe un maximum de ruches. Et c'est ça qui va nous permettre de faire notre part, en fait, quoi. Sauf que après, ça ne fonctionne pas. L'entreprise n'est pas rentable et l'entreprise est même en difficulté. Et à ce moment-là, quand on les rencontre, donc on fait un petit travail méthodologique et puis on pose des questions un peu anodines, voire un peu bêtes parfois.
Et on dit, mais en fait, les abeilles, là, comment elles fonctionnent et surtout, on a considéré les abeilles comme faisant partie des parties prenantes avec lesquelles on pouvait coopérer, quoi. Et, et on me dit, bah, qu'est-ce qu'elles font les abeilles quand elles vont butiner et qu'est-ce qu'elles ramènent, quoi. Et, euh, et c'est là où Kim dit, bah, en fait, les abeilles, quand elles ramènent du pollen à la ruche, ok. Et il y a quoi dans le pollen? Et là, Kim dit, bah, dans le pollen, en fait, il y a plein de choses. On pourrait analyser 500 paramètres environnementaux au niveau du pollen. Et du coup, de cet échantillon de pollen, on est voilà, capable de dire si, à 10 km à la ronde, s'il y a eu l'utilisation de pesticides, si oui, lesquels, quelle matière active, dans quelle proportion, et quelle est la qualité de la biodiversité. On est capable de voir et de découvrir tout ça, quoi. On dit, ok, mais vous faites quoi avec ça? Ah bah rien, on fait rien avec ça. Ok, et vous voudriez pas faire quelque chose avec ça? Bah, vous imaginez bien que la réponse a été bah oui, pourquoi pas, mais comment? Et c'est ça qui, du coup, s'est déployé, c'est ça qui a été testé. Et c'est ça, voilà, qui fait qu'aujourd'hui, cette entreprise Biodiversity propose des services de monitoring environnemental, travaille sur les aménagements d'espace, les aménagements bien-être, qui soient pour les entreprises, les particuliers ou les territoires. Et ils animent tout un écosystème autour du développement durable. Et, et en fait, là, dans ce cas-là, ils sont passés d'une rentabilité qui était de 400 euros par ruche et par an et qui était en dessous de la ligne de flottaison à plus de 5 000 euros par ruche et par an, avec des partenariats qui se développent partout en Europe et plus récemment même aux États-Unis, quoi. Donc, voilà un exemple. Et ici, ce qu'il faut retenir, c'est comment interroger, valoriser ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. C'est toutes les informations, les connaissances, les datas, les savoir-faire, parfois la notoriété. Tous ces éléments qui sont là, qui sont dans les entreprises, que l'on n'utilise que souvent très partiellement, mais qui, quand on les met à l'aune d'une raison d'être ou d'une ambition, on va dire RSE, alors ça peut prendre une toute autre tournure et donner naissance à un modèle économique bien plus efficient. Alors, pour arriver à ces modèles-là, ce qui est important de noter, c'est que dans tous les cas que l'on a pu voir ensemble ce matin, il y a vraiment une notion de coopération. Et cette coopération, elle commence en interne, dans des petits cercles, une petite équipe. Cette coopération, elle est aussi avec très vite un noyau élargi à des parties prenantes internes et externes. Cette coopération, elle est importante aussi entre pairs, entre les entreprises d'un même territoire qui sont souvent de secteurs d'activité très différents. Et là, il y a débat, il y a challenge, il y a soutien, il y a aide. Et là, on trouve des solutions innovantes et disruptives. On en a un exemple ici sur le secteur de Nantes, avec un réseau qui s'appelle les dirigeants responsables de l'Ouest, qui eux se sont fixés une ambition, c'était que collectivement, à l'échelle de leur groupe, ils réduisent de 50% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et pour ça, du coup, on les a aidés à déployer 11 chantiers prioritaires. Et puis, pour les entreprises qui étaient prêtes à bien sûr questionner leur modèle économique pour qu'ils soient aussi capables de contribuer beaucoup plus fortement à cet objectif, parce que ils ont très vite mesuré que, je veux dire, c'est des entreprises qui sont déjà très avancées en RSE en général, c'est que ça suffirait pas, en tout cas, à atteindre cet objectif-là.
qui est juste celui fixé par le GIEC en fait, hein, qui est celui qui nous permettrait d'être dans des limites acceptables. Donc, encore une fois, je vous invite voilà, à réagir, à poser vos questions. Je vais juste terminer cette petite séquence d'exemples par une petite capitalisation méthodologique pour vous dire, voilà, pour mettre en place tout ça, voilà, qu'est-ce qui se passe, par quoi on passe. Et il y a quelques étapes méthodologiques importantes. D'abord, il y a celle de l'histoire, de l'ADN de l'entreprise. On va toujours partir de ça. Et c'est là où on va souvent visibiliser vraiment des richesses, des trésors sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Et c'est souvent là aussi où on va chercher de l'engagement. Il faut d'abord que ce soit celui du dirigeant, mais aussi derrière d'un premier noyau et puis plus largement des équipes, quoi. Vous avez vu, on a parlé des limites du modèle, des modèles. Ça peut être du vôtre, mais c'est aussi les limites en général des modèles économiques dans votre secteur d'activité. Et la façon de les passer, ça va être une source aussi d'innovation, quoi. On questionne forcément tous les impacts et on appelle ça des externalités dans notre jargon, et ceux qui ne sont pas monétisés aujourd'hui. C'est-à-dire que si demain vous êtes capable de générer beaucoup d'impact parce que vous avez mis en place un système de mobilité douce dans votre périmètre, eh ben, ces impacts-là, il faut les identifier, les mesurer, et aussi on va voir qu'ils peuvent se monétiser derrière, et c'est ça qui va faire que le modèle économique va être pérenne. La question des patrimoines, il peut être matériel. Donc le côté matériel, on parle de mutualisation dans ces cas-là, de comment on va mutualiser nos moyens, mais aussi tout le patrimoine immatériel. Je viens juste d'en parler là avec le cas biodiversity. La raison d'être, vous avez vu aussi dans bien des cas que c'était quelque chose aussi un point de bascule assez intéressant. La coopération, pareil. Et puis, bien sûr, à la fin, ce qui va être clé, c'est de trouver une autre façon de partager la valeur. Et là, on va parler d'innovation, de contractualisation. Parce que si Caixa continue à vendre ses vérins à l'unité, le système ne fonctionne pas. Et c'est donc là où c'est important qu'il y ait une forme d'engagement progressif des parties prenantes et de confiance qui s'installe de manière à trouver les bonnes modalités de partage, en fait. Donc voilà ce qui sont les grandes étapes méthodologiques. Donc c'est pas aussi linéaire que le schéma le laisse penser. Donc on travaille ces différents aspects, je veux dire en permanence sur les quelques mois là de mise en pratique de ces démarches. Donc et voilà comment en fait on utilise ce référentiel de l'économie de la fonctionnalité pour aller vers l'efficience économique. Et l'efficience économique qui est donc définie ici comme vraiment le moyen. Ici, vous voyez, on met au centre la raison d'être de l'entreprise comme le moyen qu'une organisation a de mettre en œuvre une raison d'être qui va permettre d'avoir une influence positive sur l'environnement, sur le côté social, sur le côté monétaire, mais aussi sur une optimisation importante de toutes les ressources matérielles et immatérielles. Comment on fait meilleur usage de toutes ces ressources-là? Et c'est d'ailleurs pour ça que comment l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, est pleinement intégré au champ de l'économie circulaire. Donc là, c'est le schéma de l'ADEME qui montre que dans l'économie circulaire, ici, on est sur l'offre des acteurs. Donc dans l'offre des acteurs, il y a toutes ces logiques
d'achat durable et responsable, d'éco-conception, d'écologie industrielle et territoriale. Et puis, il y a cette question-là de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, telle qu'on vient de le décrire, parce que ça permet de trouver une alternative au modèle volumique, et ça décorrèle le fait qu'une entreprise puisse se développer en valeur sans avoir besoin de prélever toujours plus de ressources. Et parmi les éléments aussi importants à savoir, c'est qu'il y a une évolution réglementaire assez forte qui arrive. C'est notamment avec la loi AGECT 2020, qui vont donc dire la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Donc, il y a une bonne partie des décrets d'application qui vont rentrer en vigueur en janvier 2021. 22 janvier 2022, donc autant dire quasiment demain matin. Et parmi cela, il y a la question de la responsabilité pour un industriel de la fin de vie du produit. Alors il y a beaucoup d'éléments, mais je vous en donne que deux là pour l'instant. Il y a aussi un élément très fort sur la commande publique. Comme à une époque, il a été dans la commande publique dit qu'il fallait une proportion d'alimentation bio ou durable locale dans les cantines scolaires. Là, pour toute la commande publique, il y aura une proportion des achats qui devront être faits pour des acteurs engagés en économie circulaire, mais aussi engagés dans ces logiques d'offres en économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc voilà, on va refaire un petit stop là, si vous le voulez bien, pour prendre connaissance de vos questions, de vos réactions. Et ensuite, on terminera sur la deuxième partie qui est voilà, comment concrètement, pour ceux qui voudraient s'engager dans ces démarches-là, comment vous pourriez faire. Okay. Du coup, je te laisse prendre la parole, Fabienne. J'avais juste une personne qui pose une question justement qui était de savoir s'il existe, peut-être que tu pensais en parler un peu plus tard, s'il existe des process disponibles ou des supports pour justement activer ou faciliter ces transitions au sein de son entreprise. Et est-ce que tu as aussi des personnes qui pourraient suivre sur LinkedIn qui pourraient être inspirants sur cette thématique? D'accord. Oui, alors il y a vous pouvez suivre la page d'Imatera, vous pouvez suivre la mienne si vous voulez. Je communique pas mal sur sur les projets qu'on mène, les expérimentations qu'on développe. Ensuite, l'ADEME est aussi très impliquée sur les sujets de l'EFC, donc régulièrement elle communique aussi. Tout à l'heure, effectivement, je vais vous montrer des références sur une BD, une bande dessinée qui donne d'autres exemples et qui prend le temps de poser encore plus précisément la méthodologie de transformation. Et puis aussi, il y a différents ateliers, je vais vous en parler juste après, qui permet d'accompagner. Alors, il y a d'abord des ateliers d'un peu de découverte et de sensibilisation. Et puis après, clairement, il y a des accompagnements et c'est le rôle de la société coopérative Imatera. Donc, on est une dizaine d'intervenants formés à ces transitions-là qui accompagnent concrètement les projets de transition dans les entreprises sur des périodes de 12 à 24 mois, voire un peu moins ou voire un peu plus suivant les projets. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'accompagne bien. D'accord. Il y avait une question aussi. Est-ce qu'il y a des secteurs justement où ce type de démarche s'y prête davantage que d'autres? Non, il y a franchement, enfin, on est tous les jours un peu plus surpris, parfois par les secteurs d'activité qui nous contactent, qui ont envie de mettre en œuvre ces démarches-là. Et ce qui fait la réussite, en fait, ça va être vraiment le fait de l'engagement d'une équipe, d'un dirigeant. C'est l'intention, l'engagement, mais aussi une forme de lâcher prise, parce que ça,
ça déplace quand même fortement. Ça déboulonne beaucoup de croyances, beaucoup de certitudes, et il faut sortir un peu du bois. Et parfois, il y a une question de légitimité. Qui on est, nous, petite entreprise de 20 personnes, là, pour prendre le lead, pour animer un écosystème? Bah ouais, mais ça marche. Et cette petite entreprise de 20 personnes, parfois, elle fait énormément dans ce rôle-là. Et petit à petit, elle va se faire rémunérer pour tous les services qu'elle apporte à son écosystème, en fait. D'accord. Ok. Il y a une question aussi concernant la typologie d'indicateurs. Y a-t-il de nouvelles typologies d'indicateurs qui permettent justement de suivre l'appropriation par une entreprise des critères de l'EFC? Oui, merci pour cette question. J'en ai pas parlé, donc on parle là de TBEE, donc tableau de bord de l'efficience économique, qui se rapproche très fortement de la comptabilité extra-financière, voire de la triple comptabilité. Donc il y a pas mal de travaux de recherche en cours. Ils sont pas tous aboutis. Mais en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un T0 à l'instant T. On va regarder les impacts de l'entreprise, donc sur différents critères, qui soient environnementaux, sociaux et monétaires. Et puis, on va avoir un tableau de bord de pilotage pour mesurer les effets de cette transformation-là. Et ces tableaux de pilotage-là vont permettre aussi de trouver les traductions monétaires des impacts qu'on aura été capable de générer dans son activité ou dans son écosystème. Okay. On aura peut-être, Fabienne, une dernière séquence de questions-réponses. Je propose d'avancer notamment sur la mise en œuvre, parce que je pense qu'il y a peut-être un certain nombre de réponses qui vont arriver là sur cette toute dernière partie. Donc aujourd'hui, on continue à discuter avec la région Bretagne et l'ADEME. Donc quand je dis c'est la structure Imatera, de dire ok, c'est bien, il y a des premières entreprises qui sont engagées en Bretagne, mais maintenant comment on passe à l'échelle, quoi? Comment ça prend plus d'ampleur, quoi. Et pour ça, c'est intéressant de voir c'est quoi les portes d'entrée en général, les gens qui se rapprochent de ces démarches-là. On voit souvent qu'il y a une sensibilité environnementale et sociale, donc clairement les gens engagés dans des démarches RSE qui voudraient peut-être mieux la valoriser ou continuer leur chemin, aller plus loin. Parfois, c'est justement se passer sur ces étapes d'aller vers carrément des projets d'entreprise à mission. Beaucoup aussi d'entreprises qui se questionnent sur leur stratégie, où on arrive à un moment un peu charnière de redéfinir un nouveau projet d'entreprise. C'est parfois des entreprises très innovantes et qui, dans le coup, se questionnent maintenant sur finalement la mise en marché de leurs produits, de leurs solutions, parce qu'ils ne vont plus forcément le faire comme avant. Il y a la question de la résilience économique, parce que voilà, il y a des secteurs pour qui il n'y a pas le choix de se réinventer. Donc, cette démarche-là peut vraiment apporter pas mal de ressources pour l'imaginer. Et puis, il y a aussi une question de développement, une question de marketing, une question de différenciation commerciale, quoi. Donc ça, c'est ce qui amène les entreprises sur ces sujets. C'est entre autres aussi ce qui a amené les 20 premières entreprises en Bretagne là, sur le programme que l'on a mené avec le soutien du CJD en tant que réseau de dirigeants de la région Bretagne et de l'ADEME, où entre 2017 et 2020, on a accompagné une vingtaine d'entreprises pour expérimenter ces transitions. Donc il y a pas mal des exemples que j'ai pris là qui ont été inspirés de ce programme-là. Et du coup, on s'est dit, maintenant, comment on va plus loin? Et c'est de là qu'est né ce qu'on a appelé le PRET, le projet de résilience économique territoriale, et qui, lui, alors, pourquoi on va dire qu'il est innovant et ambitieux? Déjà parce que il va sur 3 ans associer
des entreprises, et là on vise une 50aine d'entreprises, des créateurs d'entreprises, donc des projets émergents, et puis des collectivités. Parce que dans les limites en fait de la première expérimentation, les 20 entreprises accompagnées, elles étaient éparpillées sur toute la Bretagne, et on a eu du mal à impacter et aussi à mesurer l'impact qu'on pouvait avoir sur un territoire. Et surtout, on s'est rendu compte que sur ces territoires-là, il y avait des collectivités qui, elles aussi, avaient des projets de transition, étaient en train de paramétrer ou avaient déjà mis en place des projets de type territoire économe en ressources, et qu'elles avaient aussi envie d'intégrer à leur projet les entreprises. Mais ce lien, cette jonction-là n'était pas faite. Et en tout cas, nous, chez Imatera, on s'est dit que parmi notre raison d'être, il y avait cette notion de créer ces espaces, créer ces plateformes pour que ces transitions puissent se faire. Et on a notamment coopéré avec un cabinet confrère qui s'appelle TEOP, ce cabinet est spécialisé dans l'accompagnement des collectivités, justement dans la mise en place de leur politique de développement durable, quoi. Et ensemble, en fait, on a imaginé ce programme qui, sur 3 ans, va permettre, en allant chercher le soutien d'autres partenaires réseau ou d'autres partenaires techniques, on le voit ici sur la partie juridique, d'être plus impactant sur les territoires. Et parce que concrètement, voilà ici les territoires sur lesquels on est déjà impliqué avec les collectivités, parce qu'elles se sont intéressées au sujet, parce qu'elles ont des entreprises qu'elles ont déjà identifiées prêtes à aller sur ces sujets-là. Et donc, du coup, l'idée maintenant, c'est que autour de ces collectivités prêtes à s'engager, à aider les entreprises à réussir leur transition, mais aussi à eux-mêmes, en tant que collectivité, à opérer leur transition, le programme va se mettre en place, quoi. Et du coup, vous voyez que sur le secteur de Quimper et du Finistère, pour l'instant, j'ai rien mis. Et j'allais dire que notre échange de ce matin est sûrement un premier pas. Je sais qu'il y a notamment aussi un projet au niveau de Quimper communauté de TER, des territoires économiques en ressources, qui est en cours de paramétrage. Et donc ces projets-là réunissent les services développement économique, mais aussi les services économie circulaire ou gestion des déchets. Et on a prévu de se rencontrer là dans les jours prochains pour en discuter. Donc en tout cas, je pense que le débat est ouvert sur Quimper, et là aussi, ce qui va faire que quelque chose se passe ou se passe pas, ça va être aussi la capacité de quelques entreprises, la volonté de quelques entreprises à se dire ok, on y va, on fait quelque chose sur notre territoire, quoi. En tout cas, pour moi, avoir été dirigeant sur le secteur de Quimper-Cornouailles pendant une quinzaine d'années, je sais qu'il y a les ressources, je sais que c'est un territoire qui a toutes les prédispositions pour réussir, pour enclencher ce type de transition. Et voilà, donc il faut juste le temps que ça s'organise, quoi. Et concrètement, comment se passe cette dynamique d'engagement? Si les premiers pas, il y avait une question tout à l'heure, comment on fait? C'est éventuellement effectivement de se documenter, c'est d'en discuter. Donc moi et mes collègues de chez Imatera, on est ouverts à vous écouter, à vous entendre, à vous rencontrer pour en discuter. Et dans les premiers pas à effectuer, on a mis en place depuis 1 an et demi maintenant un dispositif qui fonctionne vraiment très bien. C'est un atelier qui s'appelle Esquisse de votre nouveau modèle économique. Et en fait, ça se passe en 2 matinées. Et sur ces 2 matinées, on vous propose de venir à 2 ou 3 participantes par entreprise. Et on va réunir 6 à 10 entreprises sur chaque session. Et
et ça va être vraiment le moment de faire une étude d'opportunité. Est-ce que finalement, c'est vraiment le bon moment pour mon entreprise? Où est-ce que ça va m'amener? Et le livrable de cet atelier, c'est d'arriver à une photo, à une image, une esquisse, hein, comme son nom l'indique, de ce que pourrait être un nouveau modèle économique pour votre entreprise demain, quoi. Et à partir de, à l'issue de ces 2 premières matinées, on fait ensemble ce rendez-vous de débrief qui vous permet de dire, ok, je m'engage du coup vraiment dans une démarche et je mets en œuvre ce projet. Donc on fait régulièrement des sessions. La prochaine, c'est au mois de juin, là, comme vous le voulez, comme vous le voyez, pardon. Et ici, donc, il est demandé une participation à hauteur de 450 € pour faire cette étude d'opportunité là et suivre ces ateliers. Donc par entreprise. Donc encore une fois, il faut pas venir tout seul, il faut venir au moins 2 ou 3 parce que c'est là que c'est vraiment le plus intéressant et le plus percutant. Et une fois que cette étape est passée, et ben l'étape d'après, l'étude d'opportunité et ces ateliers-là, c'est que vous êtes prêt à partir. Et ben il y a un premier équipe projet qui se met en place dans l'entreprise. Et ce premier cycle, on va l'appeler appropriation prototypage, où on va explorer les pistes d'innovation qui ensuite rapidement vont être expérimentées. Et là, on va chercher des parties prenantes externes, comme vous avez pu le voir sur les exemples, pour qu'au bout de 18 à 24 mois, on ait un nouveau modèle économique qui soit forcément imaginé, testé, ajusté, monitoré et prêt à être déployé commercialement. Et alors, c'est jamais on-off, c'est-à-dire que même au bout de 24 mois, vous n'avez pas 100% d'un nouveau modèle économique. Il y a une proportion grandissante d'une nouvelle façon de déployer votre business qui se met en place. Je signale ici qu'il y a encore une prime aux pionniers, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs d'aide vraiment intéressantes pour accompagner financièrement ces transitions, donc pour prendre en charge une partie des frais d'accompagnement, mais pas que, aussi tous les frais inhérents aux innovations, aux recherches, autant que vos équipes pouvaient y passer. Et sur la phase de début ici, il y a le dispositif BraceFab qui s'adresse du coup aux PME de 8 à, enfin non, pardon, qui ont 3 ans d'existence et qui produisent dans leurs locaux. Elles peuvent bénéficier d'aide. Et puis ensuite, il y a les dispositifs de l'ADEME qui elles, peuvent soutenir beaucoup plus longuement et beaucoup plus fortement pour la bonne mise en œuvre de ces démarches. Et enfin, pour vous documenter, je vous recommande vraiment cette bande dessinée qui a été écrite par Christophe Sampels, le fondateur du coup de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, mais qui retrace en détail le parcours des premières entreprises à s'être orientées vers ces démarches. Donc en synthèse et conclusion, avant de laisser encore un petit temps d'échange et de discussion, ce qu'il faut vraiment retenir de l'EFC et de l'efficience économique, c'est que c'est avant tout un questionnement stratégique innovant sur l'évolution des entreprises, des organisations de manière générale. C'est un levier d'innovation guidé par la raison d'être de l'activité et qui va être vraiment boosté par les dynamiques de coopération. On va y trouver une bien meilleure valorisation de toutes les ressources matérielles, mais vous l'avez vu aussi, tout ce qui est immatériel. C'est une façon de faire sa part, de faire votre part sur la transition environnementale, sociale, économique et d'œuvrer pour votre territoire. C'est un progressif et puissant chemin de transformation. Donc, c'est vraiment un chemin qui va tirer vers le haut, qui va emmener les équipes vers le haut. Donc là, on y voit aussi une efficience sociale vraiment intéressante. Et enfin, c'est la possibilité de valoriser monétairement toutes les intentions, voire les démarches RSE qui ont pu être
mis en place jusqu'à présent, qu'elles soient voilà, ISO 26000 ou autres. Et d'ailleurs, je vous précise que la FNOR est en train, a commencé il y a 2 ans, un travail pour aussi mettre en place une certification de qualité pour les entreprises qui vont s'engager dans ces logiques de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Donc voilà, il nous reste quelques minutes, 5 bonnes minutes d'échange. Potentielle question. Merci. Oui. Merci Sébastien pour ta présentation. Je vais patienter quelques minutes pour voir s'il y a des questions qui arrivent. Il y avait juste eu pendant ta présentation un commentaire d'une collectivité qui parlait d'efficience et qui disait que justement l'efficience aussi, ça permettait peut-être de repenser les services publics pour justement mettre l'usager au cœur de la démarche et trouver des solutions qui répondent plus facilement aux besoins avec un investissement des parties prenantes. Donc c'est juste un commentaire qui avait été fait. Oui, c'est très juste. C'est complètement ça. Et merci pour votre commentaire. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que la collectivité a un rôle précieux à jouer dans ces transitions. Donc oui, complètement oui. Eh bien, écoute, on approche tranquillement de 10 heures. Je n'ai pas de questions complémentaires. Je pense que la plupart des sujets ont été traités au fur et à mesure. D'accord. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Voilà, en guise de mot de la fin, alors c'est un peu frustrant de ne pas vous entendre hein, de vive voix, vous comprenez bien, mais on fera mieux dès que possible. On a parlé beaucoup d'organisation, d'écosystème, c'est important, quoi. Mais là, ce qu'on constate, en fait, c'est que la réussite, elle part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle part de chacun d'entre nous. Et ensuite, elle se partage dans un petit groupe. Et ensuite, elle prend une dimension plus grande dans son entreprise, dans son écosystème, quoi. Et un des leviers forts, c'est en quoi nous avons tous un talent particulier qui peut se révéler dans ces transitions, qui peut être mis au service de cette transition. Et ce qui, moi, m'enchante le plus, c'est de constater combien les gens se réalisent, parfois se révèlent en devenant acteurs de ces transitions dans des projets qui font vraiment sens voilà, pour eux. Et dans cette occasion qu'il aurait donnée du coup de contribuer et de mettre en œuvre leur talent. Donc, en tous les cas, c'est vraiment tout le bonheur que je vous souhaite à tous et à toutes. Et ce serait un plaisir, en tout cas, de vous retrouver sur ces chemins de l'efficience économique à d'autres occasions. Donc, merci Fabienne pour ta co-animation, pour l'organisation de ce webinaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Alors. Écoute, c'est plutôt moi qui te remercie, Sébastien, pour ta présence, le temps que tu nous as consacré et pour justement l'apport de connaissances sur cette thématique d'efficience économique. J'espère que les personnes n'hésiteront pas non plus à te contacter ou à nous contacter pour avoir un peu plus d'informations. Et moi, pour conclure, je vais inviter aussi les personnes à aller sur notre site web pour voir nos dernières actualités. On organise un atelier INPI la semaine prochaine sur la protection des marques et également un atelier de veille début juin, le 8 juin, sur comment justement mettre en place une veille marché. Et la Technopole étant labellisée
territoire French Tech. On organise également un French Tech Day le 3 juin au château de l'Aviron et avec des rendez-vous B2B, des conférences, également des temps de réseautage. Donc, j'invite les participants à découvrir tout ça sur notre site web. Je te remercie encore une fois, Sébastien, pour le temps consacré, pour la matinée que nous avons passée ensemble, très enrichissante. Et je dis à l'ensemble aussi des participants qui nous ont suivis. On était entre 40 et 50 personnes ce matin. Merci du temps qu'ils nous ont consacré. Et on se dit à très bientôt, que ce soit, j'espère, en présentiel ou alors à distance à ce moment-là. Ok. À Merci. bientôt. Au revoir à tous. Bonne journée, bonne continuation à tout le monde.